Je ne comprends pas les hommes. Ils savent exactement ce qui les rend heureux et ils font exactement le contraire. Oui, c'est la croissance qui rétablira l'emploi. Oui, c'est la croissance qui rétablira l'emploi. Si la bourse se maintient, là où le sol s'est enlaidi, là où toute poésie a disparu des paysages. Les imaginations s'éteignent, les esprits s'appauvrissent, la routine, la servilité s'emparent des esprits et les disposent à la torpeur et à la mort. Élisée Reclus. Si notre monde va si mal, est-ce seulement à cause d'une poignée de milliardaires et de gros actionnaires? Sont-ils les seuls responsables de toutes les injustices et de toutes les pollutions? La décroissance implique d'abord la résolution des problèmes sociaux, une diminution importante du temps de travail et une nouvelle répartition des richesses. Mais nos problèmes sont-ils uniquement d'ordre financier ou d'ordre technique? N'y a-t-il pas dans la société marchande, dans le néolibéralisme, une force
qui n'est pas simplement due à l'oppression, au mensonge et à la répression. Ne voyons-nous pas qu'aucune réalité ne saurait perdurer à ces seules conditions? N'est-il pas temps de nous demander comment et pourquoi nous en sommes arrivés là? Les usines scolaires, la pub, la télé aident avec sollicitude l'enfant, l'ado, l'adulte à gagner sa place dans la grande famille des consommateurs. Raoul Vaneigem. Nous sommes devenus des toxicodépendants de la croissance technique et économique. Une nouvelle religion est née. Oui, c'est la croissance qui rétablira l'emploi. Oui, c'est la croissance qui rétablira l'emploi. Si la bourse se maintient, nous pouvons espérer ne point délocaliser. Oh, reviens croissance, notre espérance est en toi. La publicité crée des faux besoins en manipulant nos peurs et nos besoins archaïques. Les financiers, véritables maîtres de la planète, nous proposent des crédits pouvant aller jusqu'au surendettement. Les objets sont programmés pour une durée de vie toujours plus courte, obligeant à un incessant renouvellement. Les besoins infinis de profit et de puissance, tentatives dérisoires de compensation et de consolation, ne sont-ils pas le moteur de la croissance, érigée en dogme? Si l'homme considère à se sentir la mesure de toute chose et continue à penser que le monde, les animaux, l'air, l'eau sont là pour être utilisés à son service, je ne vois pas comment on pourra s'en sortir. Les aborigènes d'Australie parlent du Wugarigara, je ne sais pas le dire. C'est un terme pour parler du rêve. Le rêve aborigène, c'est ce qui relie toutes les choses entre elles. Et ils savent comment les choses sont reliées et comment eux sont reliés aux choses. La croissance repose sur un indicateur bidon, le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut considère comme richesse, par exemple, les pollutions et les dépollutions, les accidents de la route et leur réparation, les maladies dues au stress et à la malbouffe et les soins qui en découlent, la fabrication de cigarettes et les soins du cancer, les ventes d'armes, les embouteillages, etc., etc. Non seulement le produit intérieur brut mesure essentiellement des nuisances, mais son taux de croissance s'applique de façon exponentielle d'une année sur l'autre. Ainsi, un taux de croissance de 3% implique le doublement du produit intérieur brut en 22 ans et sa multiplication par 8 en un siècle. Imaginez, en un siècle, 8 fois plus de pollution, 8 fois moins de ressources, 8 fois moins d'eau potable. Et la question de la croissance est une question qui est la question décentralisée par excellence. Soit les gens peuvent produire de nouvelles images, de nouveaux modes désirants qui donc ne sont plus centrés sur la possession, sur la quantité, sur des produits qui sont catastrophiques d'un point de vue le coût écologique, soit on ne sera jamais sorti du problème. Comme toutes les religions, la religion de la croissance maintient l'homme dans l'ignorance et l'infantilisme. Le système économique, les institutions, les grands médias et une majorité des organisations sociales, y compris la plupart des syndicats et des partis de gauche, relayent et diffusent l'imaginaire de la croissance, qui devient ainsi la norme, le dogme. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne parce qu'effectivement, ça écrase toutes les angoisses, ça donne toutes les réponses avant qu'il y ait les questions. Après, c'est compliqué parce que la plupart des gens n'ont aucune envie de se poser des questions. Hiérarchie et ségrégation se durcissent. Misère et chômage tendent à être acceptés comme des maux inévitables. Singeant les grands actionnaires capitalistes, des milliers d'employés de France Télécom et de La Poste se précipitent pour acheter des actions de leur propre entreprise. La croissance n'est-elle pas le plus sûr moyen de nous renvoyer à l'âge de pierre à coups de catastrophes et de guerres?
Je ne pense pas qu'il faille libérer quiconque à coup de pied au cul. Mais c'est vrai que il faut quand même créer les conditions des territoires, les conditions locales pour que d'autres formes de désir, de réflexion, des sens de la vie puissent émerger qui ne soient pas capturés par la merde globalisée. Seul mérite d'être produit ce qui ne privilégie ni abaisse personne. Nous pouvons être plus heureux avec moins d'opulence, car dans une société sans privilèges, il n'y a pas de pauvres. André Gortz. Les patrons paternalistes d'antan ont laissé place à une hyper-bourgeoisie composée de grands actionnaires que nous appellerons surclasse. Cette surclasse est prodigieusement cynique et égoïste, mais également prodigieusement aliénée. Délaissant eau de forme et cigares, toujours plus furtive, elle sévit partout et modèle chaque jour la vie de milliards d'hommes. Au sein de cette hyperbourgeoisie règne jalousie et compétition féroce, mais également une entente solide lorsqu'il s'agit de faire accepter sa domination. Balayant des cultures et des spiritualités multimillénaires, l'imaginaire de la croissance, cheval de Troie de la surclasse, a envahi le monde. Les systèmes collectifs dans lesquels l'être humain se trouvait à penser à travers des maîtres à penser, ils ont disparu les uns. Et puis le seul bastion collectif qui avait encore à peu près survécu il y a 30 ou 40 ans, c'était la famille. Et puis la famille, vous savez ce qu'elle devient. Et là, je me retrouve tout seul. Et comme par hasard, je vois à la télévision, on me dit « Tu es la personne la plus importante au monde ». Bah oui, je suis tout seul, j'ai plus personne. Comment apprendre à penser ? On a peur de se retrouver nous-mêmes, quoi. On a peur de savoir qui on est. Les hommes perdent la santé pour accumuler de l'argent, pour retrouver la santé. À penser anxieusement au futur, ils oublient le présent, de telle sorte qu'ils finissent par ne vivre ni le présent ni le futur. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Le Dalai Lama. Ça fait 8000 ans que l'humanité existe, elle est sortie de la préhistorique. Et on a fait toute une conquête du monde extérieur. Et là, on est au bout. Là, il va falloir peut-être faire maintenant un passage vers découvrir le continent intérieur, le monde intérieur. L'aliénation est quasi généralisée. La culture populaire a quasiment disparu. Une formidable yaourtière à hommes moyens s'est mise en route sur tous les continents. Se croyant libre, interchangeable et jetable comme des Kleenex, aux goûts et modes de vie identiques et dictés par les grands médias, rongés par l'envie et la jalousie, les hommes moyens peinent à se distinguer ou bien y arrivent momentanément par des gadgets pensés et fabriqués pour cela. Les valeurs, l'éthique, la solidarité disparaissent au profit de ces gadgets distribués en fonction du degré de soumission. Le conformisme, qu'entraîne cette moyennisation, tire toute la société vers le bas, détruit la liberté et l'imagination plus sûrement qu'une dictature ne le ferait. Les relations basées sur les apparences ne peuvent alors être qu'éphémères, vides de sens, intéressées, désabusées. La confiance disparaît, hommes et femmes se comportent de plus en plus entre eux, comme avec,
des marchandises. Des millions d'êtres humains fusillés, torturés, emprisonnés, affamés, ont du moins dans la paix des charniers et des fosses communes la garantie d'être morts pour qu'isolés dans des appartements à air conditionné, leurs descendants apprennent à répéter sur la foi des émissions télé quotidiennes qu'ils sont heureux et libres. Raoul Vaneigem. Et on passe une deuxième phase. La deuxième phase de l'histoire de l'humanité, c'est effectivement l'expérimentation de l'altérité, de la coopération. Mais ça, on est au tout début. Hein. C'est comme un enfant qui est obligé de prendre en compte qu'il n'est pas tout seul, il n'est pas le petit chouchou de sa maman quand il arrive à l'école. Et là, il y a 25 ou 30 gamins qui sont en train de lui faire la peau. Mais ils ne lui font pas la peau, ils veulent simplement coopérer. Les médias ont porté à son comble la disposition des classes moyennes à confondre l'être, non pas seulement avec l'avoir, comme le font les bourgeoisies, mais avec l'apparence de l'avoir. Alain Accardo. Leur refus de voir à quoi ils doivent leur niveau de vie et les conséquences de leurs actes entraîne la collaboration d'une grande partie des hommes moyens avec le système. Esprit de compétition, superficialité, atrophie de la sensibilité, désir inquiet, peur de l'avenir et des autres, besoin de leader, abandon de l'enfant intérieur et infantilisme, égoïsme, incivilité, croyance aveugle dans la technique sont quelques-uns des traits caractéristiques de cet homme moyen narcissique cloné à l'infini. Il s'agit d'une véritable domestication de masse, de la destruction des solidarités traditionnelles grâce au déchaînement de l'individualisme. Tout est fait pour que, chez le consommateur, l'acte d'achat soit déconnecté de ses réelles conséquences humaines, environnementales et sociales. Pour jouir et gaspiller sans honte, il faut cacher les véritables coûts humains des produits, les lieux et modes de production, les impacts sociaux, etc. François Brune. L'être humain globalisé, cet homme sans qualité, pour dire comme Musil, il est affecté par très peu de choses. Il est affecté par sa vie et à peine par ses enfants, à peine, parce que si les enfants les déçoivent, c'est fini. Non, on a des rapports contractuels, on est libre. Bon, chacun sa merde, on n'a pas gardé les vaches ensemble. Les Français ils sont très inquiets avec qui ils ont gardé les vaches. Et alors, tout à coup, dans cette sorte de fermeture autistique sur soi, tout à coup, tu vas voir quelqu'un qui apprend effectivement, tu vois, qu'un chanteur est mort et il va se mettre à pleurer d'une façon inconsolable, je sais pas quoi. C'est parce que c'est ce que Marcus appelait la désublimation répressive. C'est-à-dire qu'on est très, très, très discipliné, n'est-ce pas? On est discipliné, on est contenu par la discipline, les formatages. Mais il faut bien quand même qu'il y ait des voies d'échappement qui sont des soupapes de contention à la fois. Hein. C'est comme la cocotte minute, il y a un truc bon. Alors donc, autant on va aller au Stade de France, gueuler comme un connard et se sentir très... Je suis étonné, vraiment, en plus en venant d'un pays de football, je suis étonné de voir comment les gens vraiment, vraiment profondément peuvent se sentir touchés par les 11 connards de l'équipe nationale, s'ils ont gagné ou perdu. Et vraiment, ils se sentent touchés. On ne peut pas faire qu'un homme vive vraiment toute sa vie et toute sa journée comme un individu qui ne s'occupe que de lui. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne des voies d'échappatoire disciplinaires. Alors, on est très inquiet pour l'équipe de France ou de l'Argentine, on est très inquiet pour les chanteurs, et donc, ce sont des façons de faire que tout ce qui déborde notre individualité disciplinaire soit canalisé par des conneries sans conséquence. Derrière le matraquage des sports-spectacles se profilent les haines identitaires, les nationalismes débiles, le racisme, l'instauration d'un culte de la performance, l'acceptation du système de dominance imposé par la surclasse mondialisée. Nous avons besoin d'une éthique ou d'une foi, ce qui fait rire les idiots. Ce n'est pas un besoin de croire à autre chose, mais un besoin de croire à ce monde-ci. Dont les idiots font partie. Gilles Deleuze. Comment faire pour, tout d'un coup, ne plus être dans ce schéma de je consomme, je fais ma carrière, et peu importe ce qu'il advient à la planète, peu importe ce qu'il advient aux autres, je suis dans mon petit monde personnel. Comment tout d'un coup, hop, je peux avoir une lumière, une sorte de conscience que les autres existent, la planète existe, et que mes actes ont une forte influence
sur la planète et sur les autres. Artistes, marginaux, hommes moyens ayant craqué, ratés sociaux, volontaires ou non, pauvres, membres de ce qui reste de la classe ouvrière ayant compris que la vie était ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux ceux qui regardent le tourniquet de l'aliénation de loin, même si cela ne plaît pas toujours à ceux qui s'y accrochent encore. Les braves gens n'aiment pas que l'on suive notre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que. L'on suivi notre route que. Georges Brassens. Nous ne voulons pas d'un monde où la garantie de ne pas mourir de faim s'échange contre le risque de mourir d'ennui. Raoul Vaneigem. La recherche excessive de confort, la suroccupation, l'agitation, ne représente-t-il pas une fuite en avant pour ne pas affronter nos désirs profonds, pour ne pas nous poser de questions? Narcissique et blasé, cynique et blessé, l'homme moyen moderne participe passivement à créer les sociétés de l'ennui. L'innovation technologique y devient le seul changement autorisé. Le changement devient ainsi l'augmentation du même. J'hésite entre ça et ça, mais au fond, c'est la même chose. J'achète une télé de plus en plus moderne, mais au fond, les programmes me prennent toujours pour un débile. Quand la nécessité économique, qui a été la base des sociétés anciennes, est remplacée par la nécessité du développement infini, la satisfaction des besoins humains fait place à la fabrication ininterrompue de pseudo-besoins. Guy Debord. On est tellement pressé qu'on achète tout ce qui passe, on veut expérimenter tout ce qui passe, aller aux quatre coins du monde, et puis finalement on se rend compte qu'on n'a pas le temps. Et on est toujours en dehors de notre présent, puisqu'on est toujours à se dire il faut que je fasse ça, il faut que j'achète ça, j'ai acheté ça, il faut que je l'utilise. Et finalement on n'a pas le temps d'utiliser tout ce qu'on achète, et on n'a pas le temps de vivre simplement. Se croyant vide intérieurement, l'étant parfois, ayant peur de l'imagination, qui ait peur de sa propre imagination, ayant peur des autres, qui ait peur de sa propre altérité, ayant peur de ses émotions, qui sont la nature en lui, ne sachant plus voir la beauté autour de lui, l'homme moderne n'est-il pas mûr pour les discours sécuritaires et les boucs émissaires de diversion? Le système scolaire donne une éducation très pauvre, ne permettant pas ou très peu d'accéder au fonctionnement du cerveau, à la psychologie, à la philosophie. Il ne reste alors plus aux médias qu'à encourager le public à trouver cool et branché la médiocrité et la bêtise. Il est évident que l'ultime vérité de la société occidentale, c'est la fuite éperdue devant la mort. Cornelius Castoriadis. Fabrication de pseudo-mots, mots vidés de leur sens. Fabrication de pseudo-besoins. Fabrication de pseudo-événements pour se faire croire qu'on exulte. Fabrication de pseudo-choix. Capitalisme de droite avec Sarkozy ou capitalisme de gauche avec Cohn-Bendit? Yaourt blanc ou blanc yaourt? Une pseudo-vie remplace petit à petit la vie. Moi, je crois en une conscience qui habite notre corps, une sagesse, une sagesse cellulaire qui est en nous et qui essaye de dire « Oh, elle me fait comme ça, elle me tapote sur l'épaule et me dit « Mais attends, tu vas où ?» Penser à sa mort de temps en temps, est-ce si négatif? Penser à sa mort ne permet-il pas de mieux profiter de son temps, de devenir pleinement artiste de sa propre vie? Je crois à la beauté, les canons de beauté s'arrêtent à 30 ans. Et après, on fait partie déjà des vieillissants. Alors, ce sera une autre beauté. Ce sera une beauté des yeux, une beauté du rayonnement du visage, ce qu'on dégage. Mais ça vient de dedans, de l'intérieur. Mais à l'intérieur, il n'y a pas que du beau. Et ça, c'est le travail d'aimer ce qui n'est pas... Apprendre à aimer nos souffrances, d'où là on a reçu nos tares, nos difficultés à travers l'histoire qu'on avait, nos traumatismes. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous en avons peur. Elles sont difficiles parce que nous en avons peur. Gilbert Cesbron. La religion, c'est quelque chose de dogmatique, de rituel. La spiritualité, c'est une expérience personnelle en réponse à des questions qu'on se pose tous, j'imagine, j'espère. D'où je viens, où je vais, qui suis-je? Il suffit de se poser quelques instants et de se poser cette question, qui suis-je?
pour être dans la spiritualité. Et il ne faut pas avoir peur de se poser cette question-là. Au contraire, c'est ce qui donne du sens et c'est ce qui nous donne une morale aussi. Nos peurs et nos pulsions profondes sont à l'origine des systèmes dans lesquels nous vivons. Émerveillés par la beauté du monde, certains d'entre nous ont conservé leur âme d'enfant. Survivre pour survivre, posséder, dominer, paraître, ne les intéresse pas. Ce qui me fait peur, c'est posséder. Ça m'empêche de penser à l'essentiel. Richard Bohringer. Si tu n'es pas boursicotable, c'est normal que tu sois jetable. Tu sers à rien pour soi, je sers à rien. Si tu n'es pas boursicotable, je sers à rien. Tu sais jamais que tu sois jetable. Tu sais jamais que tu sois. La force, qu'elle soit technologique ou financière, n'hypnotise-t-elle pas ceux qui n'ont ni vie intérieure ni sens critique? Problèmes psychologiques non réglés, peur de la liberté et responsabilité, besoin exponentiel de sécurité, peur d'assumer les conflits intérieurs, peur de la complexité, rêvant souvent de faire en petit ce que d'autres font en grand, une grande partie des dominés n'a-t-elle pas adopté l'imaginaire des dominants, refusant à son tour toute limite? Quand le changement fait plus peur que le malheur, comment éviter le malheur? Max Frisch. Soumis à surveillance permanente, caméras, lois sécuritaires, police partout, sondages, et à matraquage commerciaux au quotidien, publicité, médias, mode, une grande partie des dominés est aliénée par sa recherche éternellement insatisfaite d'imitation des dominants et de ceux qu'ils croient mieux lotis qu'eux, autour d'eux. Pour se soulager de leur position, ils ont besoin de pouvoir dominer un peu, eux aussi à leur tour, ce que les dominants leur accordent en créant une multitude de micro-pouvoirs et les os arrongés qui vont avec. Mais les territoires où se jouent ces gratifications-compensations sont les mêmes pour tous. La guerre de tous contre tous devient inévitable. Tout le monde se met alors à courir après tout le monde. Dans les cultures originaires, comme on appelle les cultures indiennes, les nations indiennes chez nous en Amérique latine, par exemple, la contradiction n'est pas collectivisme-individualisme, ça c'est une mauvaise façon de voir la chose. Mais la question c'est que les habitants, les membres d'une communauté, par exemple, se sentent affectés, ils comprennent qu'ils sont affectés par quelque chose qui dépasse leur petite individualité, n'est-ce pas? Dans l'Occident, il faut maximum, je sais pas, que ce soit son fils, sa fille, ses parents et encore pour se sentir un peu touché. Mais c'est comme si on avait les synapses coupées, hein, c'est-à-dire on n'a plus de synapses qui nous permettent de capter ce que notre corps est en train de vivre. Mais le fait que nous, on ne perçoit pas ce qui nous affecte, ne veut pas dire que ça ne nous affecte pas. Le travail et l'entreprise deviennent des valeurs indiscutables. Des millions de femmes et d'hommes réduisent toute leur humanité à la seule dimension de travailleurs-consommateurs. Même face à la plus grande menace, celle de la disparition de toute notre espèce, ils n'ont de cesse de vouloir consommer toujours plus pour singer les dominants et se démarquer des autres dominés. La peur du changement maintient dans ce système absurde où beaucoup souffrent, mais qu'au moins ils connaissent bien. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de prendre à la racine le phénomène peur et non pas lui régler son compte pour que les gens n'aient pas peur, mais lui redonner ses lettres de noblesse et redonner à cette information sensorielle une valeur d'apprentissage, une valeur de
de conscience, une valeur de mobilisation, alors qu'aujourd'hui, la peur est considérée comme une émotion encombrante et qui pose un problème. La peur du changement, même s'il est positif, est innée chez l'être humain. Les oppresseurs défendent leur yacht et leur parcours de golf, mais beaucoup d'hommes moyens et d'anticapitalistes notoires, suréquipés, n'ont-ils pas eux aussi peur de perdre quelques avantages ? Le fait de pouvoir élire librement des maîtres ne supprime ni les maîtres et ni les esclaves. Herbert Marcuse. L'attente du grand soir ne cache-t-elle pas une incapacité à inventer les petits matins ? N'est-il pas plus facile de critiquer ou de moquer un système ou des personnes, fussent-elles exécrables, que de vivre autre chose en affrontant ses peurs ? Moi, je dirais la peur de la mort, c'est une fausse peur, c'est la peur de vivre, oui. Oui, absolument. Et que, tu vois, quand on arrive à un endroit, par exemple une maladie grave, d'un diagnostic fatal, se réveille en nous justement une sorte de bilan. Où j'en suis dans la vie? Est-ce que j'ai vécu? Est-ce que je n'ai pas vécu? Au cours des dernières décennies, l'exploitation des peurs s'est incroyablement développée dans les campagnes publicitaires et politiques. La société marchande et l'État, son complice, créent artificiellement des problèmes associés dans notre inconscient à des peurs ancestrales, puis offrent des solutions. Nous sommes alors nous-mêmes demandeurs des mesures que les dominants souhaitent nous voir accepter. Mais dans un contexte qui est loin de s'être autant détérioré qu'on voudrait nous le faire croire, pourquoi a-t-on tant de mal à affronter nos peurs? Serions-nous de gros fainéants? On est un peu des gros fainéants, oui, on peut le dire, mais je crois que ce n'est pas que ça. On est aussi des êtres blessés et ce petit ego a juré quelque part de ne plus jamais mettre les pieds dedans et de se construire à l'opposé comme pour ne plus jamais avoir à faire face à ce qu'il a tordu, à ce qu'il a blessé. Donc c'est un chemin pas évident, c'est-à-dire quelque chose en nous veut, quelque chose veut aller voir, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, qu'est-ce qui m'a abîmé, comment je me suis construit à travers. Quelque chose le veut, mais quelque chose est dédié à ne jamais aller voir. Donc il faut constamment lutter avec ce déchirement intérieur de ce qui veut et ce qui ne veut pas. Ceux qui cherchent et trouvent parfois la joie en eux échappent aux peurs fabriquées. L'artiste, le révolté, le marginal, l'agressif malheureux, le raté social, volontaire ou non, l'homme moyen, fuyant l'aliénation, ressentent eux aussi l'angoisse existentielle et le besoin d'affection, et ne peuvent se satisfaire de l'accumulation d'objets pseudo-consolateurs. Mais si le bonheur demande un minimum de talent, ceux qui manquent de sensibilité ou d'intuition ne sont-ils pas condamnés à haïr la joie sans objet et à chercher un ersatz de joie dans les objets et les apparences? N'ont-ils alors que l'abrutissement et l'hyperconsommation pour se soulager? Si vous êtes prêt à sacrifier un peu de votre liberté pour vous sentir en sécurité, alors vous ne méritez ni l'une ni l'autre. Abraham Lincoln. La vraie liberté, c'est de pouvoir toute chose sur soi. Montaigne. Les dominants font croire à l'individu qu'il est seul responsable de son malheur à cause de l'insuffisance de ses capacités ou de ses efforts. En harmonie avec les actions collectives, n'est-il pas temps de mettre tout en œuvre pour comprendre, sans se culpabiliser, par où passe chez chacun de nous l'aliénation et la collaboration au système? Les gens sans imagination ont besoin que les autres mènent une vie régulière. Boris Vian. N'y a-t-il pas des hommes et des femmes semblables à Sarkozy et Georges Frêche partout, y compris dans les mouvements qui prétendent combattre le capitalisme et la croissance?
Pourquoi choisissons-nous pour nous représenter les individus ayant le moins bien réglé leurs problèmes psychologiques? Les individus les plus esclaves de leurs pulsions archaïques. Un chef est quelqu'un qui a besoin des autres. Paul Valéry. Incapables de trouver en eux des ressources pour assumer leurs manques, les dominants sont eux aussi esclaves de leurs pulsions, de leurs peurs, et cherchent eux aussi à tout prix à fuir la pensée de leur propre mort, en se gratifiant sans cesse de toujours plus d'objets et de pouvoirs, pour se rassurer, se sentir puissant, se sentir vivant. Les mécanismes de dominance, avec l'idée de contrôler, avec l'idée de maîtriser sa vie, celle des autres, tous ces mécanismes-là sont issus logiquement c'est un peu la suite de la peur. C'est la peur d'être coincé, la peur d'être dominé, la peur d'être possédé, la peur de ne pas avoir, la peur de perdre. Les problèmes existentiels des dominants sont semblables à ceux des dominés. Cela n'excuse en rien leur comportement. Mais ne suffit-il pas d'une occasion pour que le plus mal loti d'entre nous devienne à son tour un tyran pour ses collègues de bureau, sa femme, ses enfants, son chien? Les promoteurs de l'idéologie sécuritaire sont les mêmes qui propagent la délinquance, le meurtre, le viol, la violence, en prônant le fétichisme de l'argent et en perpétuant des mœurs de prédateurs, les mêmes qui en appellent à la répression d'une criminalité qu'ils encouragent. Raoul Vaneigem. La survie, elle est en rapport avec tous les objets qui ont été produits artificiellement, inutiles, et qui sont devenus équivalents de la survie. Si l'un arrête la compétition, l'autre en profite pour l'écraser, donc l'enfoncer à nouveau dans ses manques. La vitesse empêche alors de se poser la question de la bêtise du système. Même face à la plus grande menace, celle de la disparition de toute notre espèce, financiers et politiques à leurs ordres refusent de changer. Le bateau coule et l'on continue de s'enrichir au fond de la cale et sur le pont. On a beau être extrêmement cultivé, les mots qu'on emploie, c'est des systèmes de sûreté, des systèmes d'être libre de ses mouvements, c'est l'aspiration à appartenir à des groupes, mais en même temps à être différent. Donc chacun travaille à se distinguer, il y a tous les signes de reconnaissance, les médailles, qu'on soit en chocolat ou autre. À chaque fois, on est vraiment encore très relié à ce système qui est un système dans cette finalité de vie, et c'est un système archaïque. Même si la culture et la sociologie racontent à quel point les systèmes de reconnaissance, tout ça est tout à fait normal, c'est normal et c'est archaïque. Prenez le révolutionnaire le plus radical et placez-le sur le trône de toutes les Russies ou conférez-lui un pouvoir. Avant 1 an, il sera devenu pire que le tsar. Bakounine. Les dominants sont aliénés à une conception du monde utilitariste, quantitative, opportuniste. Ils sont en permanence dans la manipulation, le calcul, le contrôle, loin de leur propre humanité. Chaque compensation augmente le ressenti de vide et donc le besoin de se remplir à nouveau. Les besoins de compensation des dominants, qu'ils soient héritiers, industriels, grands actionnaires, présidents de région ou de l'État, sont simplement plus importants et leur égoïsme plus grand. Les camps de concentration, les génocides, les guerres mondiales et les bombes atomiques ne sont pas des rechutes dans la barbarie, mais les résultats effrénés des conquêtes modernes, de la technique et de sa domination. Herbert Marcuse. Singe enfant qui a grandi trop vite, c'est peut-être ainsi qu'il faut qu'on me nomme. Ou sale gosse qui joue au bord du vide, plus tout à fait bête, pas tout à fait homme. Singe enfant qui a grandi trop vite, j'ai fini par ne plus croire en rien, à part m'admirer dans de drôles de vitres, jouer au business avec mes copains.
Demain m'a placé ici le hasard ou le grand esprit. Tu le sais, dis, taureau assis, taureau assis. Singe enfant qui a grandi trop vite aime tout ce qui brille dans sa main, tout ce qui monte haut, tout ce qui va vite, tout ce qui fait vrnaum, lui va bien. Crois-tu on ne peut tenir tête face aux caprices du gamin qui tu croqueras une planète en laissant au suivant les pépins? Y a-t-il dans d'autres galaxies, d'autres terres, d'autres paradis? Tu le sais, dis, taureau assis, taureau assis. Singe enfant qui a grandi trop vite se conduit maintenant d'une façon étrange, comme si un papa intergalactique lui gardait au chaud un monde de rechange. Mais toujours plus il faut qu'il possède, il sait si bien faire depuis si longtemps, mais c'est toujours la même cause qu'il plaide, investir, gérer, croissance, bilan. Tous les jours meurt le paradis, où est l'ombre du grand esprit? Tu le sais, dis, taureau assis, taureau assis. Pourquoi nous comportons-nous de façon si stupide que nous risquons de provoquer notre propre disparition? Plusieurs explications sont valides. La tentation inconsciente de restaurer l'illusion de toute puissance infantile, de contentement total avant la naissance, en s'affranchissant de la nature et de ses lois. Les hommes incapables de procréer ressentent le besoin de créer eux aussi, de laisser une trace. Que faire? Du sang des hommes venant au monde génération après génération. Mais surtout, nous sommes déterminés par le jeu de forces inconscientes. Mais quel âge a donc l'humanité? À la louche, on pourrait dire que l'humanité, elle est peut-être, elle est en train d'aborder, si vous voulez, elle est entre 2 et 3 ans. Pour prendre quelque chose de très concret, c'est l'entrée en petite section de maternelle. À 3 ans, on rentre en petite section de maternelle, on rencontre les autres. Et les autres, on a des émotions. Alors il me met en colère, il me rend triste, j'ai peur, etc. Et l'altérité, elle est synchrone, si vous voulez, de ce qui est le vécu émotionnel de tous ces petits-enfants dans une école, dans une cour de récréation. Et l'école maternelle devrait être uniquement un apprentissage de l'altérité, un apprentissage de la coopération. Il faudrait commencer très tôt déjà à donner une conscience à l'enfant sur tout son génie qu'il porte en lui, et plutôt le stimuler à chercher des réponses plutôt que de mémoriser des choses. Si chacun de nous avouait son désir le plus secret, celui qui inspire tous ses projets et tous ses actes, il dirait « Je veux être loué ». Nul ne s'y résoudra, car il est moins déshonorant de commettre une abomination que de proclamer une faiblesse aussi pitoyable et aussi humiliante. Surgit d'un sentiment de solitude et d'insécurité dont souffrent avec une égale intensité les rejetés et les chanceux. Sioran. Au lieu de « je veux être loué », Sioran aurait pu dire « je veux être aimé ». Les dominants
ont peut-être manqué d'amour ou de reconnaissance, mais ils semblent sûrs d'eux. Ils semblent avoir dépassé leur peur et leur manque. Cette fausse assurance impressionne-t-elle les dominés qui veulent alors le ressembler? Le capitalisme a su capturer les fonctionnements désirants des êtres humains, a su capturer ça. C'est-à-dire que le capitalisme se présente comme l'émancipation de l'homme du besoin pour passer au monde de la liberté et du désir. C'est-à-dire que la vraie société de consommation n'est pas la société dans laquelle tu bouffes ce dont tu as besoin pour survivre, c'est la société dans laquelle, au contraire, tu peux désirer et acheter ce dont tu n'as pas besoin. Tout ce que nous n'aurons pas ramené à la conscience se manifestera à nous comme le destin ou la fatalité. Carl Gustav Jung. Dans le fonctionnement de l'être humain, on voit bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne comme ça, c'est-à-dire les désirs, désirer plus et désirer plus. C'est-à-dire que les désirs n'obtiennent jamais son objet et dit bon, maintenant que j'ai obtenu mon objet, je reste calme. Au contraire, le désir est toujours désir, de plus de désir, de plus de désir, de plus de désir. Et l'argent colle à ça. De ce point de vue-là, effectivement, le capitalisme et le néolibéralisme a triomphé. On vit sous la victoire totale, globale, universelle, parce que les masses entières du tiers-monde, sans parler du premier monde, effectivement, désirent de la même façon. Et ceci se passe par une sorte d'appauvrissement des images désirantes très très fortes. Aucune des idéologies actuelles, aucun parti politique ne remet en cause les dominances. Pourquoi? Pourquoi recréons-nous toujours des systèmes de dominance? Pour être libre vraiment, pour changer le monde, n'est-il pas urgent d'apprendre à connaître le fonctionnement de notre cerveau, berceau des forces inconscientes, instrument qui nous sert à respirer, agir, penser, apprendre, aimer? Donc le système nerveux, il fonctionne par un empilage de cerveaux. Il y a le cerveau le plus archaïque, qui est vraiment le cerveau de la survie. C'est-à-dire, c'est lui qui est à même de saisir des informations dans l'immédiateté, presque de façon réflexe, et de nous avertir en cas de danger. Il gère 3 instincts fondamentaux que nous avons tous, que tous les êtres vivants, enfin mammifères surtout, ont. L'instinct de faim, qui est la survie, la sexualité et la défense du territoire. Cette part du système nerveux est totalement automatisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de pensée. Son langage, c'est le ressenti. Et donc, nous réagissons à notre environnement en passant inévitablement par ce système reptilien, ce système crocodile, ce système très archaïque qui nous garantit une vigilance vis-à-vis de l'environnement dans lequel nous sommes. L'étage au-dessus, c'est le cerveau des apprentissages et de ce qu'on appelle le début de la conscience de soi, donc c'est le cerveau limbique. C'est tout ce qui a été accumulé comme information et comme expérience et qui dialogue en permanence avec le cerveau reptilien. Si on est dans le cerveau des pulsions avec la défense du territoire, avec le dominant-dominé, on est dans une logique de survie et l'autre n'existe pas, ne peut pas exister parce que c'est lui qui peut me prendre ma nourriture, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. Et le deuxième cerveau, le cerveau des émotions, le cerveau émotionnel qui est le cerveau de la mémoire, est le cerveau de l'altérité. Et au-dessus de tout ça, il y a les 2 beaux hémisphères, les gros hémisphères, ce qu'on appelle le néocortex, qui, les 2 hémisphères sont chargés de nous adapter à la nouveauté. Voilà. Et donc, nous sommes sur 3 niveaux en permanence. Nous avons besoin des 3 cerveaux pour répondre aux 3 étages, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il y a un ennemi? Est-ce qu'il y a un danger? Qu'est-ce que j'ai appris et expérimenté jusque-là? Comment je peux m'adapter? Liberté implique responsabilité. C'est pourquoi la plupart des hommes la redoutent. Georges Bernard Shaw. L'espèce humaine, dans son développement, va croire qu'il faut dominer pour survivre. Donc, c'est un déplacement culturel, on va dire, de quelque chose qui est, on va dire, la mémoire archaïque de la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez de nourriture.
Le véritable obstacle est en nous-mêmes. Laurence Durel. La question de la décroissance, autant est une question centrale historiquement, autant ne peut pas être traitée de façon centralisée. Or, la plupart des hommes et des femmes politiques progressistes ou de gauche, ils ont comme toujours une telle méfiance du peuple, des gens, ils ont toujours peur d'être débordés. C'est-à-dire que la préoccupation principale d'un dirigeant de gauche, c'est qu'il n'y ait pas quelqu'un qui le déborde dans la manif et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui le déborde dans son action. Tant que les dirigeants continuent à avoir comme seul objectif être les premiers dans la photo, comme Charlot, n'est-ce pas, dans l'État moderne, eh bien, tant qu'ils veulent rester des Charlots, les organisations et les groupes de gauche, pas seulement ne sont pas un pont vers l'émancipation, ils sont devenus un frein vers l'émancipation. Celui qui a le pouvoir, s'il veut avoir les mains libres, ça veut dire qu'il n'y ait aucune main autour qui lui tienne, qui le retienne. Donc le mécanisme de domination se met en marche tout seul. Il n'y a même pas besoin d'être grand clerc, et ça se fait à des niveaux, ça va de la classe à la classe politique. Enfin, partout on trouve les mêmes processus. C'est vrai dans les maisons, c'est vrai entre fratries, donc c'est des mécanismes très automatisés. Le problème en ce monde est que les imbéciles sont sûrs d'eux et fiers comme des coqs de basse-cour, alors que les gens intelligents sont emplis de doutes. Bertrand Russell. À ce stade du film, il est temps de faire un résumé des épisodes précédents. Dans le chapitre 1, l'auteur s'échine à nous démontrer que la société des hommes et la beauté sont menacées. Beaucoup se seront endormis. Hein? Dans le chapitre 2, le présomptueux nous informe de la naissance d'une nouvelle religion, partagée par presque tous, y compris les pauvres, la croissance. Croissance, ayant ses temples, ses grands prêtres, ses dogmes, et comme dans toute religion, ses athées. Dans le chapitre 3, le fanfaron ose affirmer que la lutte des classes cède doucement, mais sûrement le pas à une cohabitation parfois houleuse entre une hyper-bourgeoisie, qu'il appelle surclasse, et une armée de citoyens moyens, qu'il se permet d'appeler hommes moyens. Les immigrés, les pauvres, les ouvriers non qualifiés ne font pas partie de ce manège. Ou bien, ils tentent désespérément de s'y accrocher. Dans le chapitre 4, l'impertinent affirme sans rire que nous ne vivons pas vraiment, que nous ne serions que dans la survie, les apparences, et il ose appeler ça pseudo-vie. Et nous voilà déjà au chapitre 5, où le suffisant, croyant avoir inventé le fil à couper le beurre, commence à nous expliquer gravement qu'il y a des dominés et des dominants, et que les dominés sont aliénés et gouvernés par leur peur. Chapitre 6, coup de théâtre. Et ne voulant sûrement pas se disputer avec ses anciens camarades, le culotté continue sa démonstration en disant que les dominants, eux aussi, sont victimes de leur peur et eux aussi aliénés. Dans le chapitre suivant, le numéro 7, le zigoto affiche son manque total de modestie en nous donnant quelques solutions, en posant quelques questions sur les sources fondamentales de nos problèmes. Alors qu'on lui demandait juste de nous donner quelques solutions clés en main. Mais je sais pas, moi, par exemple, de ne pas oublier de couper l'eau en se brossant les dents. Ou éteindre en sortant d'une pièce. Et nous voilà enfin arrivés au chapitre 8.
celui où nous sommes là présentement. L'infatué essaye de nous résumer son film pour que tous ceux qui s'étaient endormis comprennent les 2 prochains épisodes et surtout la fin. Vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. Gandhi. Les inconditionnels des programmes clés en main en trouveront un sous forme d'un petit livret joint au DVD. Mais pouvons-nous penser sérieusement qu'aller vivre dans un écolieu, par exemple, va nous permettre de régler nos problèmes et d'aller mieux? Ne devons-nous pas faire l'inverse? Ne verra-t-on pas bientôt des gens se faire construire leur maison en paille par Bouygues? Ne voit-on pas déjà des bobos faire leurs courses bio en 4x4? Des agriculteurs créer de fausses AMAP? Des plombiers installer aussi bien des panneaux solaires que des clims? Chacun à sa mesure doit faire un effort simplement. Si on ne fait pas d'effort, de toute façon, un jour ou l'autre, on sera devant le mur et on sera obligé de faire un effort surhumain. Donc autant faire des efforts au quotidien. Et cet effort-là, il est juste de se dire, bah tiens, je me pose la question, quel impact j'ai? Est-ce que je ne peux pas faire autrement? Est-ce que je suis vraiment en accord avec ma conscience quand j'agis comme ça? Mais sommes-nous encore reliés à notre conscience? Sommes-nous encore capables de nous fier à nos sensations? Il y a quelque chose qui est dévié du bon cheminement du système nerveux le plus archaïque à partir du moment où la personne ne se fie pas déjà à ce qu'il sent comme il sent. Donc si déjà on peut apprendre aux enfants à se fier à ce qu'ils éprouvent, il y a, j'ai envie de dire, presque 50% du travail qui est fait. La seule révolution possible, c'est d'essayer de s'améliorer soi-même en espérant que les autres fassent la même démarche. Le monde ira mieux alors. Georges Brassens. Un changement qui ne vient pas de dedans n'est pas durable. Je crois que nous oublions une chose, c'est que nous sommes reliés tous dans l'invisible. Et là où je change, je dégage, je deviens contagieuse de changement. Alors ça se passe de proche en proche. C'est comme l'effet de quand tu jettes un caillou dans l'eau, ce qui fait un effet de répercussion. À un moment donné, évidemment, l'individu qui opère des changements à l'intérieur de soi, forcément va amener quelque chose aussi au niveau du groupe. Et ça va s'élargir, mais le mouvement vient du centre. Je t'ai trouvé, je suis enfin arrivé. J'ai besoin de toi, tu vois, j'ai besoin que tu me montres la voie, j'ai besoin que tu m'expliques le sens de ma vie et je crois en toi, j'ai besoin de toi. Je crois en toi. J'ai besoin de toi. Tu m'as apporté des gâteaux? Pardon? Tu m'as parlé? Tu as un secret, quelque chose à me dire, quelque chose de... Une révélation. Tu me demandes si j'ai apporté des gâteaux? Attends, j'ai fait tout ce chemin, toutes ces épreuves que j'ai traversées, tous ces gens que j'ai perdus parce que c'était toi que je voulais suivre. Mais c'est... Non mais attends. Mais on est perdus alors. Moi je suis venu chercher un mode d'emploi et tu me demandes de te faire des... Bon c'est bon quoi, je vais pas me répéter en plus. Allez, qu'est-ce que c'est que ce Dieu à la con hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Amener des gâteaux en même temps.
qui c'est qui peut... voilà, concrètement, on fait quoi? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Ah, c'est incroyable. Ok. Parce que je sais que on est seul, on meurt seul, ça, bon, bah, ça sert à rien d'attendre. On est seul, on meurt seul, et il va falloir apprendre à se connaître. Hein. Voilà concrètement la réponse. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais commencer d'abord à trouver qu'est-ce que je vais faire moi. Donc d'abord, je vais essayer de me connaître moi-même et essayer de changer moi-même avant d'attendre que la collectivité m'amène sur un plateau toutes les réponses. Alors voilà, des fois j'ai peur, des fois j'ai peur d'être à l'abandon, un peu comme un môme quoi. J'ai peur qu'on m'aime pas, qu'on m'apprécie pas. J'ai jamais dit ça à personne. Bonjour, moi. C'est moi, je me présente. J'espère que tu vas pas avoir peur de moi. C'est moi que voilà. Je vais essayer d'accepter mes défauts, mes imperfections. Bon, je vise pas le surhomme, hein. Non, je vais m'asseoir 2 minutes, juste pour essayer d'être peut-être un peu moins con. L'échec des mouvements révolutionnaires et celui de beaucoup d'alternatives sont une leçon. Les problèmes psychologiques non réglés et la méconnaissance du fonctionnement de notre système nerveux central empêchent tout véritable changement. Ainsi, le capitalisme s'écroulera bientôt. Mais si nous n'avons pas évolué, ce sera pour déboucher sur un autre système archaïque de dominance, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air respirable. Il ne s'agit pas de préparer un avenir meilleur, mais de vivre autrement le présent. François Partant. Il y a des gens qui profitent de l'injustice, il y a des gens qui développent l'injustice, il y a des gens donc qui sont pour ce système d'injustice, mais ça ne veut pas dire que dégommer ces gens-là suffirait pour trouver la solution aux graves problèmes. Alors, le problème, c'est que dans la tradition révolutionnaire classique, d'où je viens d'ailleurs, l'idée de le pouvoir méchant qu'il faut dégommer comme tâche principale est trop ancrée. Et on a du mal à penser la complexité de la construction. C'est pour ça que j'avais travaillé sur le sujet résister, c'est créer, dans l'idée de dire attention, attention, parce qu'effectivement, un siècle et demi de révolutions qui sont données les contraires de ce qu'on voulait devrait être capitalisé par les forces progressistes, c'est dire, bon, visiblement, aussi compliqué soit-il de dégommer l'oligarchie ou les classes dominantes, ça c'est le bout de la lorgnette par rapport à la tâche qui est de s'atteler à la complexité de comment produire, comment faire. Qui sait si ce n'est pas notre querelle dans notre salle à manger qui donnera de l'autre bout, en Afghanistan, la force à un soldat d'appuyer sur sa gâchette. Et que c'est ma querelle qui en est l'élément déclencheur. Il faudrait imaginer qu'il y a comme une cuve de haine et une cuve de paix. Est-ce que nous remplissons la cuve de paix? Et ça se voit dans nos rapports individuels, au prochain, celui avec qui nous vivons. Ou est-ce que nous remplissons une cuve de haine?
par nos réactions, par nos règlements de compte. Donc on peut faire toutes les actions qu'on veut faire en dehors, on peut continuer à remplir la cuve de haine. Peu de personnes sont agréables dans la conversation. Chacun songe plus à ce qu'il a dessein à dire qu'à ce que les autres disent. La Rochefoucauld. Échapper à la merde globalisée ne passe-t-il pas par la singularité et par les moments de vie authentiques? L'amour est un moment de vie authentique. Amants, faites-vous de plus en plus jouir. André Breton. C'est une époque dans laquelle beaucoup de gens ne voient que la noirceur de l'époque obscure. De ce point de vue-là, si on dit que l'histoire de toute société sont des oscillations entre les époques lumineuses, époques tristes, etc., on peut dire que les époques lumineuses sont des époques aussi en général assez terribles, parce que ce sont des époques dans lesquelles, avec un optimisme fantastique, les gens partent la fleur au fusil, se faire massacrer pour le monde meilleur. Alors, grosso modo, moi je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je pense qu'il n'y a pas d'essence de l'histoire. Je ne pense pas qu'un jour on arrivera à une humanité libérée de quoi que ce soit. Je pense que chaque époque pose des problèmes à la vie. Et que ce qu'il faut faire, c'est résoudre les problèmes qui mettent en cause la vie. Tant qu'on n'aura pas diffusé très largement, à travers les hommes de cette planète, la façon dont fonctionne leur cerveau, la façon dont ils l'utilisent, tant qu'on n'aura pas dit que jusqu'ici, c'était toujours pour dominer les autres, il y a peu de chances qu'il y ait quelque chose qui change. Henri Laborie. Chacun est obligé maintenant de se réapproprier une autonomie de pensée, et effectivement, c'est une crise majeure, c'est une crise existentielle, c'est une crise... Et je dirais que ce fameux moi qui vous gêne dans le fait qu'effectivement c'est une exaltation d'un système de dépendance, d'aliénation, de superficialité, d'apparat et non pas d'essence, eh bien, c'est comme une crise de mutation. Hein, c'est comme la métamorphose d'une chenille pour un papillon. Il faut que les enveloppes... Pour moi, le moi, c'est une enveloppe collective, de l'âme collective de la société occidentale qui est en train de se déliter et de nous créer une situation insupportable. Parce que plus, je dirais, le moi est insupportable, plus les gens sont obligés à réagir en disant « mais est-ce que j'ai vraiment envie de ça ?» Alors, il faut qu'il y en ait encore beaucoup pour que ça écœure encore plus et pour qu'il y ait un processus de mutation et de transformation. Et tant que tu n'es pas allé au bout du système, que tu n'as pas vu que c'est une impasse, rien ne va te faire changer. Parce que ça dit, si, le bonheur est là-dedans. Et c'est au bout, quand tu découvres, ben non, le bonheur n'est pas dedans. Et bien c'est là que tu commences à te poser des questions. Et au niveau individuel, en général, ça se passe justement autour de la 40-50aine. Alors voilà ma vie, mélange de dépression et d'espoir, à cheval entre les sentiers et les trottoirs. Tous les jours je cherche le chemin et parfois je m'égare, les mains calées sur une bêche ou une guitare. J'ai trouvé le fil entre un bout de jardin et quelques gares. Aujourd'hui c'est carottes, demain ce sera steak tartare. Si j'ai soif, je ne bois pas tout le puits. Si j'ai faim, je ne mange pas tous les fruits. Ici c'est cru, là-bas c'est cuit. Si je sais ce qui me nourrit, je saurai qui je suis. Et j'adore me lever tôt et j'aime me coucher tard. Je pratique l'insomnie pour la poésie du noir. Je tire sur personne, des fois sur un pétard. Je fais des rêves malgré moi, je suis un cauchemar. J'essaie de ne pas fuir, pas envie de rester au placard. Je sais pas si j'ai de l'avance, mais j'aime pas être en retard. Si j'ai soif, je ne bois pas tout le puits. Si j'ai faim, je ne
pas tous les fruits. Ici, c'est cru, là-bas, c'est cuit. Si j'oublie ce qui me nourrit, j'ignore ce qui me nuit. Attention, tu vas prendre mon humour dans la poire, aux chiottes des fantasmes et mes rêves de gloire. Je doute de la démocratie, du cognac, des cigares. J'ai beau lire des vieux trucs, je suis pas le modèle 68 art. J'aime la bagarre, mais j'aime pas les coups. Je suis bizarre, parcimonie mise à part. J'ai de l'amour, veux-tu une part? Si j'ai soif, et je ne bois pas tout le puits. Si j'ai faim, hein, je ne mange pas tous les fruits. Ici, c'est cru, là-bas, c'est cuit. Si tu regardes ta nature, tu verras pourquoi la pluie. Au cœur de la décroissance se trouve la réhabilitation de toutes les dimensions humaines écrasées par la misère du pragmatisme marchand. Le slogan est révolutionnaire. Il passe par le social, la réappropriation des biens communs, la lutte contre les inégalités, le droit et les moyens pour tous pour vivre décemment, mais également par une transformation anthropologique, une réflexion sur la production, sur le temps, la nature, l'aliénation, le pouvoir, le sens. Il échouera comme les autres, s'il ne se donne pas pour but, avec l'aide de la philosophie, de la psychologie, de l'étude du cerveau, des arts, de changer l'homme lui-même, de l'aider dans sa métamorphose avec son consentement. C'est avoir pour avoir de la valeur, ou faire pour avoir de la valeur, pour être quelqu'un. Et effectivement, il n'y a pas de fin à ça. Parce qu'en fait, ce n'est qu'une compensation, toujours. Jusqu'à ce que ce chemin intérieur qui nous amène à nos failles, à nos imperfections, à voir en face là où on n'est pas entier, là où on a nos souffrances. Donc on commence à voir la partie noire de nous, pas celle qu'on veut toujours montrer brillante, hein, mais la partie noire en vous, commencez à l'aimer. Et donc, à partir de cet amour-là, on pourra aimer aussi en dehors ce qui n'est pas parfait, ou chez l'autre. Et ces chemins-là, ils passent toujours que par soi. La décroissance est un slogan pour engager le débat, la réflexion. Comment pourrait-elle devenir un mouvement politique alors que la politique est vidée de son sens, que tous les pouvoirs lui ont été retirés par ceux-là même qui dirigent vraiment le monde ? La décroissance sera peut-être récupérée par le système politicien, actuellement aliéné, mais jamais le changement en conscience de millions d'hommes et de femmes ne pourra l'être. Il faut apprendre à nous aimer comme des frères, ou nous préparer à périr comme des imbéciles. Martin Luther King. C'est que si nous continuons à penser l'homme et la société dans les termes de la modernité progressiste, donc l'homme rationnel, on va continuer à se casser la gueule. Parce que le capitalisme et le néolibéralisme, lui, il a compris la nature de l'homme. C'est-à-dire que le néolibéralisme et le capitalisme ne s'adressent pas à un merdouille qui est l'homme rationnel, qui est un sous-ensemble de l'homme. Le néolibéralisme et le capitalisme, c'est très bien et depuis très longtemps que l'homme il est irrationnel, que les gens vont aller voter pour des raisons stupides et irrationnelles, que les gens ne cherchent pas forcément leur bien, que les gens vont suivre un leader même si le leader les écrase. Tous les petits merdeux, tous les petits monstres issus d'écoles de commerce, qui sont dans la pub, tout ça, tous ces petits monstres, ils travaillent avec un modèle d'homme dans lequel la raison est un peu de fourmi. C'est pour ça qu'ils sont si puissants. Je ne dis pas qu'il faut aller vers un irrationalisme quelconque. Il y a trois possibilités. Il y a soit on continue à adhérer au modèle écoulé de l'homme rationnel, soit on va vers l'irrationnel capitaliste dans lequel effectivement eux ils disent l'homme n'est pas rationnel, mais alors pour eux l'homme est irrationnel seulement. Soit on peut faire autre chose, que c'est ça que je pense qu'il faut faire, c'est construire des modèles un peu plus complexes, moins bébêtes, dans lesquels on comprenne, oui, un peu mieux comment fonctionne la société et l'homme
au-delà de nos souhaits comme ça un tout petit peu, we shall overcome, des souhaits un tout petit peu bébêtes. Non, c'est développer la capacité, l'inventivité, c'est-à-dire se fonder sur ces mécanismes archaïques pour inventer d'autres comportements. La logique de cette crise, c'est qu'elle aboutisse à quelque chose qui transforme, qui oblige tout le monde à transformer. Faire en sorte que toutes ces prises de conscience-là, elles ne soient pas simplement une alternative au capitalisme, ça soit un processus qui rentre dans ce qui est l'évolution de l'humanité. Et l'humanité n'a pas le choix que d'être dans l'altérité. Il faut qu'on se rende compte qu'on est tous traversés par des tendances, tropismes, désirs contradictoires, n'est-ce pas? Ça, pour les gens qui sont dans une préoccupation de changer le monde, c'est compliqué, hein, parce que la plupart des militants, leur préoccupation principale, c'est savoir si eux, ils sont purs. Et que personne ne les critique, parce qu'eux, ils ont été purs, mais toujours, même le caca qu'ils font, ça sent la rose, n'est-ce pas? C'est-à-dire que et alors, cette préoccupation narcissique est un symptôme gravissime de l'incompréhension de pas mal de gens qui veulent changer le monde, l'incompréhension de que la complexité, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand Deleuze écrivait et dit il n'y a pas d'hommes ou femmes libres, il y a des devenirs de libération. C'est-à-dire qu'on participe, une partie de nous participe à des devenirs de construction de libération. D'autres parties de nous ne participent à rien, d'autres sont absolument, entre guillemets, réactionnaires, n'est-ce pas? Même si on s'en détache, hein, on fait partie de l'espèce humaine. Donc il y a une partie de nous, quelque part, dans notre vie, à alimenter aussi, à nourrir ce système-là. C'est s'en détacher en disant c'est les autres, c'est le système, c'est les pouvoirs politiques, etc. Ça ne veut pas dire que je veux me culpabiliser, mais je veux me responsabiliser. Ce que j'observe, et c'est même très touchant, c'est la façon dont de plus en plus de personnes viennent dans la conscience que quelque chose ne va pas, dans la conscience que la société est co-responsable, mais ils ont leur part de responsabilité dans le processus, et que donc ils ont compris que le fait de changer eux-mêmes va les aider à changer quelque chose pour eux, donc dans leur environnement. Là où je change, l'autre va changer aussi. Ça demande un peu plus de boulot peut-être, un peu plus d'énergie personnelle, et c'est un chemin douloureux. Je comprends peut-être prendre le fusil, c'est parfois plus facile que d'opérer ce travail-là intérieur. L'urgence est au social et à l'écologie, mais sans changement profond d'un grand nombre, tous les problèmes vitaux de notre beau vaisseau seront uniquement glissés sous le tapis. Aucune technique magique ne nous permettra de continuer à vivre sottement en détruisant notre monde, en détruisant la beauté. Et c'est tant mieux. L'épuisement des ressources, de l'atmosphère et des océans vont nous obliger à grandir et à nous poser enfin les questions essentielles. La question ce serait, est-ce que si je peux me débrancher un tout petit peu des impératifs disciplinaires du monde, si je peux arrêter d'être en train de désirer toujours ce qu'on me dit de désirer, voilà. Est-ce que je peux être plus libre? Est-ce que je peux trouver une authenticité plus grande chez moi? Je pense que ce n'est pas chez moi en tant qu'individu que je vais trouver ça. Ce qui s'oppose au désir disciplinaire, c'est moi en tant qu'appartenant à un territoire, moi en tant qu'appartenant à une époque, moi en tant qu'appartenant à un groupe. Je vous en supplie, faites quelque chose. Apprenez un pas de danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne droit d'être habillé de votre peau, de votre poil. Apprenez à marcher et à rire, parce que ce serait trop bête à la fin que tant soit mort et vous qui vivez sans rien faire de votre vie. Une survivante des camps de la mort. Anansoria, 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 Anansoria. Saint Jean Fontaine
qui a grandi trop vite aime tout ce qui brille dans sa main, tout ce qui monte haut, tout ce qui va vite, tout ce qui fait vraiment. Oui, c'est la croissance qui rétablira. J'ai soif, je ne bois pas tout le puits. Si j'ai faim, je ne mange pas tous les fruits. Les gens sans imagination ont besoin que les autres mènent une vie régulière. Boris Vian. Anansoria, Anansoria, Anansoria. Anansoria, Anansoria, Anansoria. Aria, 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 aria. Aria, 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 aria. Les gens sans imagination ont besoin que les autres mènent une vie régulière. Boris Vian. Soria.